L'empereur, avant son départ, avait manifesté son désir de me voir retourner en Hollande. Après toutes mes souffrances, j'ai trouvé de l'humanité à m'obliger de rejoindre un homme qui m'avait rendue si malheureuse. Je n'ai donc pas de famille, me disais-je. Ensemble, me souffrir ici, tandis qu'on devrait me retenir pour ma réputation, pour ma vie même. Je suis loin d'avoir des torts à me reprocher. On le sait et l'on ne me soutient pas. Au lieu de cacher pendant si longtemps et avec tant de soin comme je l'ai fait, les persécutions de mon mari, devais-je donc les dévoiler à tous les yeux, accuser autrement et demander justice et des temps de persécution. J'ai tout gardé pour moi. J'ai subi donc la peine d'avoir bien fait. À présent que je me plains, on me traite comme un enfant qui se révolte contre son maître. On voit que le douleur m'empêchait de raisonner juste. J'aurais dû penser que mon mari était le frère de l'empereur, que je n'étais que sa belle-fille, qui ne pouvait se prononcer pour moi sans attaquer son frère, et que c'était beaucoup qui me permis si longtemps de rester à Paris quand mon sort était fixé en Hollande. C'était trop exigé que de prétendre à un intérêt plus marqué, mais ce qui, loin d'échouer de la tranquillité qu'on m'accordait, je vivais dans l'appréhension continuelle d'un départ forcé. L'empereur, cependant, me vit si malade qu'il n'insiste plus sur mon retour en Hollande. L'intérêt de mes enfants contribua sans doute beaucoup aussi, et ce qu'on ne me parla plus de quitter la France, malgré tous les efforts de la famille de mon mari. Un jour, je vis arriver le grand maréchal de Broc, pour qui cette hostilité dont il était revêtu à la cour de Hollande non avait pas plus qu'outre. Français rendu de séjour potable, il lui fallut d'ailleurs renoncer d'après un décret du roi au titre des Français. Il ne le voulut pas et vint servir comme volontaire en Espagne près de son beau-frère, le duc d'Alchingen. Il m'a appris à son retour une chose dont j'ai voulu douter longtemps. Mon mari avait pour ministre de la police et de la justice, M. Van Manen. Il le fit venir, lui ordonna d'user des moyens de sa place pour m'aider. Considérez, voici comment il s'exprima, fit courir les bruits dans le public que la reine déteste la Hollande. Quelle s'amuse en France, dit Men, une conduite peu convenable. Ce ministre recula, tâtant le monde de lui dit, « Ah si, il suffit que ce soit votre femme et la reine de Hollande pour que je résiste à une pareille autre? » C'est très bien, répondit le roi, avec quelque embarras. Je voulais seulement vous éprouver. Et le lendemain, le ministre fut renvoyé. Il raconta le sujet de sa disgrâce à tout le monde et, entre autres, à M. de Broc, qui me le répéta. Pouvais-je croire la passion assez aveugle, assez emportée pour abuser un honnête homme à de telles manœuvres contre la mère de ses enfants? Je m'efforçais d'en douter. J'aimais mieux supposer un faux rapport de ministre qu'une indignité de mon mari. J'ai cherché à couvrir les honteuses faiblesses de sa jalousie par le souvenir de cette bonté que je m'étais plus quelquefois à reconnaître en lui, mais à la seule pensée d'un rapprochement, mon cœur se serrait. Tout cet art se représentait en mes yeux, et tout secret froid ne me laissait plus d'autre explication de cette conduite que la haine que je lui supposais alors pour moi et la nécessité de m'y soustraire. Depuis le départ de l'empereur, ma mère habitait le palais de l'Élysée. Il avait décidé que les Français montés sur le trône étranger n'auraient
plus des traitements en France, je ne reçu donc plus rien pour tenir ma maison et ne voulant rien demander à personne, j'ai renvoyé tous mes domestiques chez les métabliers à l'Élysée avec ma mère. Ce changement dans ma fortune était le moindre de mes tourments. L'empereur a pris ce que j'avais fait et mon grand appartement y fixa pour mon traitement de somme de 700 000 francs. Comme la guerre entravait la prospérité de Paris, que les travaux de luxe avaient diminué et que beaucoup d'ouvriers souffriront de cette stagnation, l'empereur qui savait s'occuper des grandes choses sans plus la jamais négligé des petites me fit remettre 6 000 francs par mois pour leur être distribués. Le cardinal Fesch, Madame Mère, la princesse Pauline en eurent un, ce qui, joint aux dons personnels de chacun, formait une somme considérable. Pour mon compte, j'ai contribué le plus que je pouvais au soulagement des pauvres. Je le fis tout simplement. Ce n'est pas un mérite avec une grande fortune et dans une haute position. On ne croyait pas alors nécessaire pour se créer une popularité de faire connaître ces détails par les journaux. Aucun de nous ne songeait à s'en faire une mérite et l'empereur le trouvait mauvais, tandis que l'empereur était vivement occupé de la guerre d'Espagne. L'Autriche lui donna des craintes qui l'obligeront de revenir promptement sans avoir achevé cette guerre qui prenait au contraire au caractère alarmant. Monsieur de Talleyrand, qui même après sa sortie du ministère des Affaires étrangères avait continué à s'occuper avec l'empereur des Affaires d'Espagne et avait, dit-on, conseillé la première marche qui fut suivie. Ne vit pas plutôt la tournure qui prenait les choses et qui s'égaya aux dépens d'une expédition qui n'avait pas tout l'éclat des autres. Un matin, je vis arriver chez moi Madame de Remusat qui m'a appris les torts qu'on était parvenu à faire dans l'esprit de l'empereur à Monsieur de Talleyrand en lui attribuant des opinions qui n'étaient pas les siens et des propos qui n'avaient jamais tenu. Elle versa beaucoup de larmes en m'annonçant cette disgrâce. Elle ne concevait pas, me disait-elle, ce qui avait pu nuire près de l'empereur à un homme qui lui était aussi attaché que Monsieur de Talleyrand. Elle me pria donc de le recevoir, de chercher à faire sa paix avec l'empereur. Je me rappelais ces soins qui m'avaient flatté à mes hanches depuis que j'avais revu Monsieur de Talleyrand et il avait à peine fait attention à moi. J'avais perdu mon fils, il est vrai. Et il me semblait du nombre de ceux qui le mal éloignent. Cependant, il était venu comme candidat à la naissance de mon dernier enfant et avec sa politesse nonchalante, il m'avait dit, c'est affaire à votre majesté de nous donner des princes, il faut se reposer sur elle de notre bonheur à venir. Depuis, je n'en avais pas entendu parler et j'étais bien aise, je l'avoue, de me venger de cette indifférence affectée par les soins qui j'allais mettre à lui être utile. Il arriva quelques instants après le départ de Madame de Remusat sa démarche et c'est tout qu'elle m'ouvrit à peine la bouche sur ce qu'il désirait de moi. Son air n'était pas plus animé qu'à l'ordinaire et je semblais être la susciteuse. Les larmes de Madame de Remusat, sa chaleur défendre un ami, formaient un contraste frappant avec l'insouciance du dédaigneux personnage. Je promis de parler le soir même à l'empereur et je crois qu'il avait trouvé le moyen de me le faire promettre sans me le demander. Madame de Staël, qui l'a si bien peint sous le nom de Madame de Vernon dans le roman de Delphine, le connaissait parfaitement et j'ai souvent eu lieu de retrouver l'exactitude du portrait